Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le représentant du Haut-Commissaire, Madame la commissaire déléguée à la province Sud, Madame la première vice-présidente de la province Nord, Monsieur le représentant de la mairie de Nouméa, Mesdames et Messieurs les élus et membres des collectivités, ainsi que leurs représentants, Monsieur le représentant du CESE, Messieurs les représentants des autorités coutumières, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des juridictions judiciaires et administratives, Messieurs les officiers généraux et supérieurs représentant les autorités militaires, Messieurs les représentants des organismes du CRESICA, chers partenaires, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Bonjour à toutes et à tous ce matin. Je vous souhaite donc la bienvenue sur le campus universitaire de Nouville, où je vous accueille avec un grand plaisir pour cette rentrée universitaire 2025. Chaque année, la rentrée universitaire marque le début d'un nouveau cycle d'apprentissage, de travail de recherche et de partage de connaissances. Aujourd'hui, alors que nous nous réunissons pour cette nouvelle rentrée, nos esprits sont encore fortement marqués par l'année qui s'achève. L'année 2024 restera gravée dans nos mémoires comme une année de profond traumatisme. Depuis mai dernier, la Nouvelle-Calédonie a connu des événements d'une ampleur inédite qui ont ébranlé nos institutions, bouleversé nos certitudes et mis à l'épreuve notre cohésion sociale. Notre université n'a pas été épargnée. Nous avons vu nos campus fermés, nos enseignants-chercheurs empêchés d'enseigner et d'accéder à leur terrain de recherche, nos infrastructures fragilisées par des tensions dont nous mesurons encore aujourd'hui les conséquences, et nos étudiants dispersés et pour certains rapatriés vers Vanuatu et Wallis-et-Futuna et empêchés de poursuivre leur formation. Et j'aurai bien sûr une pensée ce matin pour nos voisins de Vanuatu qui traversent un moment difficile. Je formule le souhait que nos étudiants pourront rapidement regagner leur campus. Nous les attendons. Et malgré tout cela, notre communauté universitaire a fait face du mieux possible. Nous avons notamment toujours réussi, à l'exception des tout premiers jours, à approvisionner les étudiants demeurant sur le campus. Et dans cette période, l'UNC et la Maison de l'étudiant ont interagi très étroitement. Je tiens à remercier là l'ensemble de notre communauté universitaire et l'ensemble de nos partenaires institutionnels, académiques, économiques, qui ont, malgré le fait qu'ils aient été également durement touchés, poursuivi leurs engagements à nos côtés, accompagné nos étudiants dans leur formation. Ensemble, et uniquement grâce à ce travail et cet engagement collectif, nous avons pu assurer la continuité de nos missions. Nos campus, préservés, permettent aujourd'hui de toujours accueillir nos étudiants, mais d'autres étudiants également, qui ont vu leur outil de travail détruit. Les défis auxquels nous sommes confrontés, qu'ils soient sociaux, économiques, pédagogiques ou plus largement académiques, ont révélé notre capacité collective à nous adapter, à innover et à rester solidaires. Et ce, malgré des situations personnelles difficiles, pendant de très longues semaines encore après la réouverture des campus. Nous avons fait preuve de résilience, nous avons maintenu ce qui fait l'essence même de notre mission, la transmission du savoir et l'engagement au service du progrès de notre société. Les situations dans lesquelles se trouvaient nos collègues et nos étudiants nous ont obligés à adapter sans cesse nos actions. Et pour nos étudiants, y compris dans notre mission de les motiver à poursuivre la construction de leur avenir, au travers de la formation dans laquelle ils se sont engagés. C'est bien ici, à cette place, sur ces bancs, que les étudiants sont les plus utiles à eux-mêmes d'abord, mais aussi bien sûr à la Nouvelle-Calédonie, en se formant, en acquérant les compétences dont la Nouvelle-Calédonie aura besoin, en se forgeant un esprit critique qui en fera des citoyens en capacité de mener des réflexions
et de prendre des responsabilités. Il me faut ajouter que l'université ne pourra jouer pleinement le rôle qui est le sien que si l'ensemble des services publics qui contribuent fortement à la réussite des étudiants est mis en place pour permettre aux étudiants calédoniens de poursuivre leurs études. Et aujourd'hui, nous devons poursuivre nos efforts pour la jeunesse, pour la science, pour la Nouvelle-Calédonie. Nous avons la responsabilité de construire, de réaffirmer notre place, d'être un acteur central dans l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Cette entrée doit être celle du renouveau, celle de la reconstruction collective. Et cela passe par la repriorisation de nos projets, l'affirmation de notre trajectoire. Le rapport de la Cour des comptes soulignait déjà, je cite, « la conscience qu'a l'UNC du rôle social, économique, culturel qu'elle joue au profit de la Nouvelle-Calédonie et de la région Pacifique Sud. » Comme je l'ai souvent dit ces derniers mois, la Nouvelle-Calédonie n'a sans doute jamais autant eu besoin de son université pour se reconstruire, pour se construire. Les champs de la culture et de l'enseignement supérieur et de la recherche accompagnent les sorties de crise en ce qu'ils permettent de transcender les divergences, de faire se rencontrer ce qui rassemble les composantes des sociétés plurielles. Ils permettent de prendre de la hauteur, de donner une dimension plus complète et de long terme à la sortie de crise. Lieu du vivre ensemble, outil du rééquilibrage par l'accès à l'enseignement supérieur pour toute la population calédonienne, l'université est également le lieu du débat, de la neutralité, qui permet la circulation de la parole et le partage dans le respect des pratiques scientifiques. Nos principes, la liberté académique, l'indépendance de la recherche et la mission de service public sont les conditions du déploiement d'un esprit critique fondé sur l'exigence des savoirs et le respect du débat contradictoire, guidé par l'éthique et la déontologie qui accompagnent nos responsabilités. Le besoin de science pour faire face aux défis est immense et nous devons y répondre. Ici, et peut-être plus qu'ailleurs, l'expertise scientifique est un levier majeur pour comprendre les mutations et doter la société calédonienne d'outils pour agir en connaissance et en conscience et cheminer vers de nouveaux modèles de résilience. Par l'ouverture sur la société, permettant d'éclairer le débat public, cette orientation contribuera à faire société, à former et à informer des citoyens en mesure d'appréhender la reconstruction d'un vivre ensemble dans une société plurielle telle que l'est la société calédonienne, en étudiant les différentes dimensions culturelles, linguistiques, sociales, historiques, politiques, juridiques, économiques. Le projet transformera les pratiques de recherche pour porter une conception de la science intégrant et valorisant les pratiques et les savoirs locaux, notamment par le développement des sciences participatives, en impulsant des démarches de recherche-action, en innovant dans les formes de restitution. La complémentarité de l'origine et de la nature des connaissances doit permettre un dialogue entre les disciplines, participer à la diffusion des savoirs et renforcer la confiance que les populations portent dans les résultats de la science. Cela permettra également à porter plus en avant l'une des missions de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est de former à l'esprit critique, notamment par ce dialogue entre pratiques traditionnelles et recherche scientifique. L'Université de la Nouvelle-Calédonie accompagnera la Nouvelle-Calédonie dans sa reconstruction, là où notre action sera la plus utile. Et dans la partie qui suit, je présenterai certains de nos projets qui contribuent à cet objectif. Parce que la rentrée universitaire doit rester un moment chargé d'espoir, après une restitution de quelques-uns des faits marquants de l'année écoulée, en images, ce sera sans doute plus divertissant que ce discours, je vous présenterai donc quelques-uns des projets dans lesquels nous nous sommes engagés et sur lesquels nous allons ensemble travailler cette année. Enfin, cette séquence de rentrée s'achèvera pour nos partenaires extérieurs, car nous poursuivrons nos échanges cet après-midi avec les personnels de l'université, par la restitution par le cabinet d'études Utopie
de l'étude sur l'impact socio-économique et l'empreinte carbone de l'université. C'est la première fois qu'une telle étude est menée par l'université. Et avant de passer donc à la présentation de la restitution 2024 et des perspectives 2025, je souhaite réaffirmer ici mon engagement à porter le positionnement local et régional de notre université et l'accompagnement par la recherche, l'innovation, l'appui aux politiques publiques et la formation, aussi bien initiale que continue, de la reconstruction sociale et économique de la Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie. Et je vais donc essayer en une vingtaine de minutes de vous présenter les points marquants de l'année 2024 et les principales perspectives ou principaux projets que nous portons pour l'année 2025. C'est jamais facile de faire ce choix, hein, même si l'année 2024 a été très difficile. De nombreuses choses se sont passées. Il faut faire un choix dans ce qu'on présente, dans ce qu'on met en avant. Les projets sont nombreux. Tous nos projets, tous les événements ont donné lieu à des informations, à des communications. Nous avons choisi ici d'en reprendre les plus marquants sur une entrée thématique pour faire la rétrospective de cette année 2024, marquée par une très forte solidarité et une mobilisation de l'ensemble des acteurs de la communauté universitaire et au-delà, particulièrement nos voisins sur la presqu'île de Nouville, mais plus largement l'ensemble de nos partenaires. Également, ce que nous avons pu faire en 2024, avant l'éclatement des émeutes et puis par la suite, c'est continuer à faire communauté et montrer à quel point l'université à la fois a besoin d'être implanté sur son territoire, mais doit se nourrir de ce territoire. Et ça passe évidemment par des échanges, par des travaux communs avec les différents acteurs, les individus, les populations du territoire. Et puis, bien sûr, nous avons veillé en 2024 à continuer de porter l'excellence. Nous avons, au moment de la reprise, de la réouverture des campus, et même avant la réouverture des campus, mis la priorité sur nos étudiants en situation de diplomation. Ça nous permettra de revenir sur les diplomations 2024. Alors pour commencer sur l'aspect solidarité, je vais inviter ici à venir témoigner Yannick Léran, la directrice de la maison de l'étudiant, avec qui on a travaillé, comme je l'ai dit tout à l'heure, très étroitement au plus dur de la crise, hein, quand le campus était fermé, quand la route de Nouville, l'accès au campus, au bout de la presqu'île, était presque inaccessible. Les collègues qui étaient sur place et qui ont pu le faire se sont mobilisés pour pouvoir assurer une présence et un accompagnement auprès de nos personnels et de nos étudiants qui étaient sur le campus. Je te remercie. Merci Catherine. Alors effectivement, lorsque la présidence de l'université m'a sollicité pour témoigner lors de cette rétrospective 2024, je vous avoue avoir un petit peu hésité parce que cette période a été particulièrement douloureuse. C'était une période difficile et j'ai quand même décidé de répondre positivement en raison effectivement de cette solidarité qui a été extraordinaire. Donc le 14 mai, le campus, les enseignements ont brutalement été suspendus. Le campus, très rapidement, pour ceux qui ont essayé d'y venir, est devenu quasiment inaccessible. Hein. Les barrages s'étendaient sur plus de 800 mètres. C'était des carcasses de voitures en feu. C'était des branchages. C'était des fouilles de véhicules quand on essayait de passer. Et puis, de l'autre côté de ces barrages, c'était 400 étudiants qui étaient logés à la résidence. C'était aussi des étudiants internationaux qui se trouvaient en situation d'isolement. Plus de bus, plus de commerces. Les commerces avaient fermé déjà. Et puis également, plus de sites de restauration, puisque notre prestataire ne pouvait être présent. Donc il a fallu très rapidement, comme le disait la présidente, s'organiser pour venir en aide à cette population d'étudiants. Et d'un autre côté, ça a permis effectivement cet élan de solidarité et cette entraide qui s'est vraiment décliné à tous les niveaux.
comme le disait la présidente de l'université, déjà au niveau de nos institutions, où la direction de la MDE et la présidence de l'université ont vraiment été en constant contact, plusieurs fois par jour, pour œuvrer au ravitaillement et à la protection des étudiants, pour trouver des solutions, pour également échanger des informations. Et sur ces points, on a vraiment pu compter sur nos partenaires institutionnels. Et j'en profiterai pour remercier tout d'abord l'État, avec notamment Jules Malocco, qui m'a énormément aidé, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et j'ai une pensée toute particulière pour Alexandre Ribert, qui était mon interlocuteur privilégié. Également la province sud, la mairie d'Imbéa, enfin tous nos partenaires, et je voudrais oublier personne, se sont mobilisés pour pouvoir participer donc à cette population des étudiants. Cette solidarité, cette entraide, elle s'est jouée également au niveau des agents de nos deux institutions, puisque gardiens de l'université et gardiens de la MDE ont travaillé main dans la main. Avec l'appui d'ailleurs, et je tiens à le souligner, de Gaël Lagadec, le VPCFVU, qui a passé plusieurs nuits sur le campus pour lui aussi veiller à la sécurité du site. Et puis très rapidement, ce sont les étudiants qui se sont manifestés pour apporter leur contribution. Déjà, au niveau de cette population, ils ont veillé à ce que que personne ne reste sur le côté, que tout le monde ait de quoi manger. Et puis également, ils se sont rapidement manifestés pour se proposer de venir aider à la protection du campus, de jour comme de nuit, en faisant des rondes et en répondant à nos sollicitations lorsqu'il fallait distribuer des denrées alimentaires. Cette solidarité, elle a également, le disait la présidente, gagné les environs de nos villes avec les voisins, les habitants du quartier, qui eux aussi ont voulu œuvrer, participer à la protection notamment des bâtiments des résidences. Il faut se souvenir que l'IFPSS avait brûlé, le CFA avait brûlé, la DPJEJ avait brûlé. On craignait vivement que le prochain établissement, qui était l'UNC, parte aussi en fumée. Et ses voisins ont posté un petit barrage filtrant à l'entrée de la rue Félix Raoul Thomas pour justement empêcher les émeutiers de venir au niveau des résidences. Et puis également, il y a eu des dons de la part des familles. On a eu 2 ou 3 familles wallisiennes qui ont tenu à venir lorsque le campus a pu rouvrir, l'accès a été possible, venir apporter tous des repas à nos étudiants. Et ces liens, finalement, ils ont perduré au-delà de cette période douloureuse. Des étudiants ont vraiment appris à se connaître, à échanger. Et aujourd'hui, même après la réouverture du campus, ils ont continué à se voir, à organiser des petits repas les dimanches. Donc, solidarité entre les étudiants, solidarité avec les habitants du campus, et puis également entre étudiants et personnel. Donc je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette période particulièrement douloureuse qui nous a tous traumatisés. Cet élan de solidarité, cette entraide qui a été vraiment extraordinaire. Et je tiens en mon nom à remercier tous ceux qui ont contribué, notamment des collègues, alors qu'il était difficile pour soi-même de trouver des produits alimentaires, de venir apporter tout un tas de produits frais, des légumes, des fruits, des œufs. Et je tiens notamment à remercier Gaël et Véronique Le Cellier qui ont été énormément investis dans ce ravitaillement du campus et qui nous ont aidés donc à ce que personne n'ait faim et à ce que tout le monde se sente en sécurité. Donc un grand merci à tout le monde. Merci beaucoup Yannick. À la réouverture du campus, c'est également une grande mobilisation qui s'est mise en place à la fois pour accueillir les personnels, les étudiants sur les campus.
On a pu bénéficier là aussi du soutien, de la collaboration de nombreuses institutions. L'OPT a réouvert, comme ça avait pu être le cas pendant la crise du Covid, l'accès aux espaces numériques gratuits pour nos étudiants, ce qui a permis de mettre en place la continuité pédagogique qui s'est mise en place dans un premier temps en distanciel, qui a perduré en double modalité distancielle et présentielle. On a pu également ouvrir en différents endroits des salles pour que les étudiants puissent venir travailler sur les campus, même en dehors de nos campus, pour que les étudiants aient un endroit pour se retrouver, pour être ensemble et avoir une connexion Internet pour pouvoir avoir accès à leurs ressources et puis continuer leurs études. Et puis également un dispositif, une attention particulière qui a été portée à la santé mentale de nos collègues et de nos étudiants, avec la mise en place d'un nombre important de dispositifs, d'ateliers, de conférences, d'accompagnement pour que la reprise de l'activité se passe au mieux. Et ça a perduré. Ces dispositifs ont pu avoir lieu jusqu'à la fin de l'année passée. Également, le grand problème de transport. Nos étudiants soulignaient tout à l'heure que l'université, dans son périmètre, fait ce qu'elle peut pour que les étudiants puissent entrer en études ou poursuivre leurs études. Bien sûr, ça dépend de beaucoup d'autres conditions. Notre localisation géographique, finalement, où qu'on soit, le transport est une réelle problématique. Et c'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé aussi avec les partenaires et notamment les dispositifs temporaires qu'on espère voir se reproduire, qui ont été mis en place. Un remerciement aussi aux institutions qui ont su solliciter, donner la parole à nos étudiants. Nos étudiants ont eu la chance, pour eux, c'est comme ça qu'ils le formulent, de participer à des échanges, à des discussions, pour pouvoir présenter leur point de vue, leurs perspectives, leurs espoirs pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et je pense que c'est très important, c'est valorisant à la fois pour eux d'avoir pu avoir ces échanges avec des représentants des plus hautes institutions nationales et internationales, mais également, je pense que vraiment les éclairages qui ont pu être apportés sur la Nouvelle-Calédonie ont été enrichis par les interventions de nos étudiants. Je l'ai dit tout à l'heure, nos campus, nos infrastructures ont été préservées, ce qui nous a permis de réouvrir et de permettre à nos étudiants de retrouver leur environnement de travail. Ça a été, d'après leur témoignage, quelque chose de très stabilisant pour eux, de rassurant, de sécurisant, de pouvoir retourner dans leur mur, retrouver leur salle de classe, leur bibliothèque, leur restaurant universitaire, et de créer cet espace de sécurité dans lequel ils ont pu se sentir pour poursuivre leurs études. Mais ça nous a aussi permis de pouvoir accueillir les organismes de formation qui étaient en difficulté, pour assurer une continuité pédagogique de leurs étudiants. Alors, c'est le cas de l'IFPSS, dont nous accueillons les formations depuis le milieu de l'année dernière. C'est le cas aussi de la direction de la protection de la jeunesse et de l'enfance, que nous accueillons sur le campus depuis la fin mai, même la mi-mai. Ça a été très rapide, puisqu'ils avaient besoin, leurs locaux ayant été totalement détruits, d'un lieu pour pouvoir se rassembler, accueillir leurs équipes et continuer leur travail. Et les échanges se poursuivent avec d'autres organismes de formation que nous allons aussi prochainement accueillir sur le campus. L'année 2024 a été, comme j'ai dit, marquée aussi par des échanges très intéressants et des échanges approfondis avec un certain nombre de partenaires. Nous avons eu la chance d'accueillir en début d'année dernière une délégation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le président et plusieurs membres du gouvernement, dans une séquence qui était assez longue et qui leur a permis de rencontrer un nombre important d'étudiants qui ont pu parler de leurs projets, partager leurs préoccupations et surtout démontrer ce qu'ils étaient capables d'offrir et de produire pour la Nouvelle-Calédonie. Pour la première fois, presque première fois en tout cas dans ce format, nous avons organisé en milieu d'année dernière aussi, le Salon des études supérieures n'ayant pas pu être organisé, une journée porte ouverte de l'université qui, sur une journée, a rassemblé sur le campus à la fois les collègues, les étudiants, mais aussi un nombre important, c'était un beau succès, je crois, de visiteurs extérieurs, de futurs étudiants, de parents, de familles
qui sont venus à la rencontre de nos formations, de nos infrastructures, pour pouvoir se représenter ce qu'était la poursuite d'études à l'université. Et je crois que toutes les personnes qui ont participé à cette journée en gardent un bon souvenir. Et en fin d'année, nous avons eu enfin, j'ai envie de dire, cette cérémonie de lancement de notre projet Diversité, qui a été remis par 2 fois en raison des événements. Il a dû être reporté. Et début décembre, nous avons pu célébrer le lancement de ce beau projet qui engage l'université sur une longue durée, on va dire, sur 8 ans. Qui rassemble l'ensemble des acteurs du territoire et de la région sur un projet qui met en valeur les diversités culturelles, linguistiques, environnementales de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons aussi pu fêter, c'était une année exceptionnelle, mais finalement une édition de la Fête de la Science exceptionnelle, puisque la Fête de la Science, l'année dernière, organisée par le CRESICA avec l'ensemble des organismes de recherche présents sur le territoire, a eu une programmation absolument exceptionnelle, avec un très grand nombre d'événements en dehors de nos murs, en dehors de l'université, en dehors des organismes de recherche, au plus près du public, dans des espaces où on ne parle pas forcément de science habituellement. Et cette Fête de la Science, cette édition a connu un grand succès pour cette raison. Le public a répondu présent. Je pense que c'est aussi à un moment où le public était en attente de savoir, était en attente de partage, de connaissances. Ça arrivait après quelques mois quand même où beaucoup d'événements, beaucoup de manifestations ont dû être annulées. Et donc ça a apporté un souffle et ça a été une très belle édition, une édition assez exceptionnelle. La thématique de la Fête de la Science l'année dernière, qui était donc très inclusive, était un océan de savoir. Alors dans l'océan, il y a l'eau, bien sûr, et ça donnait lieu, comme tous les ans, à une BD qu'on appelle Science en Bulle, à laquelle a pour la première fois participé une doctorante de Nouvelle-Calédonie. Tous les ans, cette BD rassemble une dizaine de doctorants de l'ensemble des territoires français. Et pour la première fois, une doctorante calédonienne y a participé. Et une nouvelle doctorante y participera aussi cette année. C'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Le CRESICA, je l'ai mentionné tout à l'heure, a fêté l'année dernière ses 10 ans. L'accord de consortium a été signé, vous avez la photo en haut à droite, à Paris, il y a 10 ans. Ça a donné lieu à une soirée à l'occasion de l'ouverture de l'inauguration de la Fête de la Science. On espère qu'on aura l'occasion encore cette année de créer d'autres événements autour des 10 années du CRESICA. Le CRESICA est un consortium donc pour la recherche, l'enseignement supérieur, l'innovation en Nouvelle-Calédonie, qui se structure. Au bout de 10 ans, il a atteint un certain degré de maturité. Il sert d'exemple à de nombreux territoires d'outre-mer, puisque c'est le seul territoire en Nouvelle-Calédonie où la politique de site est aussi fortement structurée autour d'un consortium. Et il a permis d'accomplir à la fois de beaux projets qui ont un impact pour la Nouvelle-Calédonie, mais également d'équiper la Nouvelle-Calédonie d'infrastructures scientifiques tout à fait exceptionnelles pour en faire une destination scientifique dans le Pacifique Sud. Au niveau régional également, des accords importants qui ont été concrétisés l'année dernière, un renforcement du partenariat, un renouvellement et renforcement du partenariat entre France Université et Universities New Zealand, qui permet de renforcer la mobilité des étudiants, des chercheurs et des projets entre la France et la Nouvelle-Zélande. Et bien sûr, les acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche français dans le Pacifique participent pleinement à cet accord. Et puis la création de la toute nouvelle Académie des sciences du Pacifique en octobre dernier au Samoa. Il n'existait pas jusqu'alors d'académie des sciences dans la région. Il y en a dans presque tous les pays du monde, dans les régions. C'est assez rare. Les académies des sciences, en général, c'est plutôt national. Là, c'est une académie des sciences régionale parce que la volonté était de réunir les chercheurs, les experts de la région, pour qu'ils puissent porter la voix des scientifiques du Pacifique, à la fois dans leurs organisations nationales, mais à la fois aussi dans les organisations régionales. Les enjeux du Pacifique étant aujourd'hui très présents, il faut le dire, mais ont besoin d'une expertise et d'une expertise scientifique que cette Académie des sciences se doit d'offrir.
Alors, je vais parler de l'excellence et de la diplomation. Donc, effectivement, quand nous avons repris notre activité, nous avons mis la priorité sur nos étudiants qui étaient en fin de cursus de Bac+2, Bac+3, Bac+5, pour qu'ils puissent finir leur diplôme et pouvoir poursuivre leurs études. Et on a eu également une belle réussite de nos classes préparatoires qui ont passé les concours d'entrée dans les écoles dans des conditions assez difficiles, hein, aussi bien les classes préparatoires que nos étudiants qui étaient inscrits en licence accès santé. Malgré les difficultés liées donc aux événements qui avaient lieu en mai-juin au milieu des concours et des examens, ils ont pu briller et c'est aussi une grande satisfaction et une félicitation que je veux leur porter. Je parlais des diplomations, donc effectivement une belle année de diplomation aussi, hein. L'université accueille un nombre important d'étudiants en diplôme de licence en premier cycle, hein, en but, en licence, des diplômes de master et des doctorats aussi, hein, ne l'oublions pas. L'université prépare également au doctorat. Et l'année dernière, nous avons eu de belles soutenances qui ont rassemblé un nombre important de publics. Des distinctions aussi pour nos étudiants, pour nos collègues. Une étudiante, Malia Salao, qui a été récompensée par le prix L'Oréal pour les femmes et la science cette année encore. Ça fait plusieurs années de suite que des doctorants de l'école doctorale du Pacifique sont récompensés. Et puis une collègue aussi, Anne Lordotte, qui a obtenu une ANR qu'on appelle jeune chercheur, jeune chercheuse. Ça permet vraiment de mettre en avant les langues et le plurilinguisme dans le Pacifique. Ça rejoint un projet qui est porté par le CNRS auquel nous participons avec l'Université de Polynésie française. Dans ce qu'on appelle les recherches à risque. C'est les organismes de recherche qui investissent, si je peux dire, dans certains projets qui ne relèvent pas, on va dire, d'impact immédiat, mais dans lesquels ils mesurent la pertinence d'investir. Et c'est le cas pour ce qui est des langues océaniennes. Et c'est quelque chose dont on peut également se féliciter de par l'équipe qu'on a qui travaille sur ce sujet. Alors, les perspectives pour 2025, alors je l'ai dit, hein, l'université a cette mission d'être une actrice, d'être l'actrice, une des actrices en tout cas, de la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Et ça se fait, en tout cas nous le matérialisons à très court terme au travers de plusieurs projets qui sont engagés, sur lesquels nous allons travailler cette année. Le premier, la création d'un pôle santé, sanitaire et sociale. J'ai parlé tout à l'heure du rapprochement avec l'IFPSS. Les besoins de formation dans les matières du sanitaire, du social sont très importants, de la santé en Nouvelle-Calédonie sont très importants et il est important de structurer cette offre de formation à un moment en particulier où les diplômes d'infirmiers, les diplômes du sanitaire et du social deviennent des diplômes universitaires. Également, un pôle en agronomie tropicale qui va principalement être localisé sur notre campus de Baco. Hein, c'était l'orientation que nous avions souhaité donner au campus de Baco. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la continuité des projets qui ont été développés au niveau de l'université et du CRESICA. Je citerai notamment Triade, le projet lauréat du plan Innovation Outre-mer qui porte sur l'innovation pour une trajectoire d'alimentation durable. Ça s'inscrit également dans la perspective du projet FALA, notre projet européen qui porte sur l'alimentation familiale dans le Pacifique et qui répond aux besoins de formation initiale et continue des acteurs du territoire vers une alimentation, un système alimentaire durable. Également un positionnement sur la décarbonation de l'industrie. L'université va transformer, a déjà commencé, mais va continuer la transformation de ses formations pour donner un accent très fort à la transition écologique. Ce projet, comme les précédents que j'ai pu citer, sont soutenus dans le cadre de l'appel à projet, l'appel à manifestation d'intérêt national, compétences et métiers d'avenir, qui est un appel à projet national qui vise à créer sur le territoire
territoire, des formations, compétences et métiers d'avenir, c'est assez parlant, mais qui portent des perspectives pour un territoire. Et donc, effectivement, l'université s'inscrit dans cette perspective nationale et locale, puisque ça rentre également dans les priorités de la Nouvelle-Calédonie, notamment au travers de son schéma de transition énergétique. Également, l'université est également, non pas porteur là, mais partenaire du projet Campus N, qui est un projet qui vise à la création d'un campus des métiers et des qualifications dédiés au numérique. C'est un projet qui est porté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui réunit les acteurs locaux dans le domaine du numérique et qui vise là encore à structurer les formations initiales continues dans le domaine très large du numérique. Alors, ça inclut évidemment la formation à la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la formation des formateurs à ces nouveaux outils. Et l'université est effectivement un acteur, au travers des formations qui existent et de celles qui seront développées, un acteur important. Donc on est sur les domaines de la transition sanitaire, si je peux dire, la transition écologique, la transition alimentaire et la transition numérique. Également, en complément de ces actions, l'université a voulu aussi apporter ce en quoi je pense qu'on a vraiment une valeur ajoutée. C'est le fait de pouvoir augmenter l'impact, la visibilité et l'impact des recherches en sciences humaines et sociales. Et donc, pour atteindre cet objectif, l'université, avec le CRESICA, souhaite développer 2 projets principaux. Le premier, c'est l'extension de la Maison des sciences de l'homme du Pacifique, qui est actuellement implantée en Polynésie française à la Nouvelle-Calédonie. La Maison des sciences de l'homme du Pacifique, alors la Maison des sciences de l'homme, c'est un label, hein, ce sont des maisons qui sont portées par le CNRS, qui existent sur les différents territoires. Il en existe dans l'Hexagone, en Outre-mer, donc en Polynésie française. Là, l'idée, c'est au travers de cette maison de porter des projets qui viennent en appui des politiques publiques. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, le champ est très vaste, hein, je ne vais pas vous lister toutes les disciplines qui en font partie, mais on est là sur des compétences d'où aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie manque en partie. Il y a certaines disciplines qui ne sont, je pense à la science politique, à la sociologie, des disciplines qui ne sont pas représentées en Nouvelle-Calédonie actuellement, en tout cas au sein de l'université pour des formations et une recherche qui est implantée localement. Et donc, dans cette perspective également, nous travaillons à la création d'un institut d'études politiques, un IEP Sciences Po Pacifique. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois avec le réseau des Sciences Po dans l'Hexagone et l'Université de Polynésie française. Donc l'idée, c'est de coporter avec l'UPF ce nouvel institut qui offrira une formation en sciences politiques type IEP, donc sur 3 ans, dans un format spécifique à la région, pour former aux besoins, aux enjeux régionaux, aux enjeux géostratégiques du Pacifique. Donc la formation sera implantée dans la région avec des partenaires de la région et avec l'accompagnement, bien sûr, la validation, si je peux dire, le contrôle du réseau des Sciences Po. Pour accroître notre impact, l'impact de ces projets, je vais citer ici deux projets qu'on a qui viennent un peu en amont et en aval de nos actions. En amont, tout d'abord, pour effectivement engager la Nouvelle-Calédonie dans cette société de la connaissance et du savoir, il est important de pouvoir recruter des étudiants et de faire venir un plus grand nombre de jeunes vers les formations de l'enseignement supérieur. On sait qu'en Nouvelle-Calédonie, on a encore un taux de poursuite des bacheliers vers l'enseignement supérieur qui est bien inférieur à la moyenne nationale ou aux pays de niveau de vie comparable. Donc il y a vraiment un levier là à amener plus de jeunes vers l'enseignement supérieur et en particulier en déconstruisant un petit peu ce qu'on pourrait appeler la programmation sociale et culturelle. Donc le projet CROSS, Carrefour de la réussite de l'orientation du secondaire vers le supérieur, nous amène au-delà de notre vision Bac-3, Bac+3 que nous portons depuis plusieurs années pour aller encore plus en amont dans les études et travailler avec notamment les établissements scolaires, les associations dès la fin du collège, dès la 3e, pour créer des parcours et pouvoir amener ou
ou en tout cas mettre dans les perspectives des jeunes collégiens et lycéens les poursuites dans les formations, et en particulier les formations d'excellence du supérieur. En aval de ça, je l'ai mentionné, l'université a cette mission de créer de la connaissance sur la Nouvelle-Calédonie, sur la région particulièrement, mais elle a aussi cette mission de pouvoir diffuser cette connaissance. Et dans le projet Nebello qui vous est présenté, alors c'est un schéma, je ne sais pas si c'est très clair, mais en fait, c'est pour représenter l'imbrication entre les producteurs de connaissances scientifiques et la société dans son ensemble. À plusieurs niveaux, effectivement, il y a des correspondances, il y a des échanges, il y a des va-et-vient dans un discours qui se répond entre les sciences, les savoirs détenus par les différents acteurs de la société. Et tout ça, ça permet à la fois d'enrichir la connaissance qui sera produite, mais aussi d'enrichir la façon dont cette connaissance sera restituée et l'impact qu'elle pourra avoir auprès des différentes populations. Voilà, et je finirai par notre positionnement régional où là, je l'ai dit tout à l'heure, l'université et l'université de la Nouvelle-Calédonie, elle a cette mission de répondre et d'accompagner la Nouvelle-Calédonie. Elle a aussi cette mission de positionner la Nouvelle-Calédonie, l'enseignement supérieur et la recherche français dans la région Pacifique. Donc, un premier événement qui est notre nouvelle infrastructure de recherche, le Vectopole, qui va être inauguré sans doute au deuxième semestre de cette année, est vraiment un outil qui nous permettra encore d'accroître notre rayonnement et puis notre attractivité régionale. On sait que la Nouvelle-Calédonie, dans la situation actuelle, souffre de son attractivité. C'est vrai pour nos étudiants, c'est vrai pour nos collègues, c'est vrai pour les chercheurs, c'est vrai pour l'ensemble des personnes de la région et d'au-delà qui pourraient venir en Nouvelle-Calédonie. Le renforcement de nos infrastructures de recherche permettra de renforcer cette attractivité qui est déjà quand même, il faut le dire, on n'en a peut-être pas conscience, mais avant les émeutes du mois de mai, la Nouvelle-Calédonie était quand même bien placée dans la région comme destination scientifique. Là maintenant, il faut regagner cette confiance de nos pays voisins. Et puis deux autres projets qui viendront aussi renforcer ce positionnement régional. Tout d'abord, le programme de mobilité, alors qui a longtemps été appelé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le programme Erasmus Pacifique, que maintenant on appelle de façon plus ouverte et plus juste, je pense, le programme de mobilité dans le Pacifique, qui a été voulu, annoncé par le président de la République lors de son discours à Port-Vilain en juillet ou août 2023, c'est de créer un espace de mobilité pour les étudiants, pour les enseignants-chercheurs, les personnels des universités dans le Pacifique, sur le modèle un petit peu du programme Erasmus qui existe en Europe. Donc ce programme est lancé, l'université a été sollicitée à plusieurs reprises pour pouvoir y contribuer. Nous y avons répondu. Il est possible que l'événement de lancement de ce programme de mobilité dans le Pacifique ait lieu cette année, possiblement dans la région proche de la Nouvelle-Calédonie. C'est quelque chose qui est encore à discuter. En tout cas, ça me semble être une merveilleuse opportunité pour accroître encore nos échanges avec les pays de la région et créer cette communauté de jeunes futurs leaders de la région Pacifique. Et puis l'inauguration dans quelques semaines maintenant de notre Maison des langues et des mobilités, qui est une nouvelle composante de notre université, qui a vraiment pour objectif de promouvoir le plurilinguisme, d'offrir des certifications, de préparer nos étudiants à la pratique des langues, nos étudiants qui partent en mobilité, nos étudiants qui restent ici, mais aussi les étudiants que nous accueillons, les étudiants internationaux que nous accueillons, et de développer également les dispositifs qui nous permettent à la fois de faire partir nos étudiants en mobilité et d'accueillir des étudiants et universitaires au niveau international, mais encore là, une fois, avec un focus régional. Et je terminerai par les principaux événements scientifiques, on ne peut pas tous les mettre, mais les principaux événements scientifiques de cette année,
avec à la fin du mois de mars ici dans cet amphi, mais en tout cas sur cette université et aussi dans cet amphi, la conférence FALA, notre programme européen, je l'ai cité tout à l'heure, qui valorise l'agriculture familiale et qui donc par effet d'externalité, valorise les modes de vie et promeut la santé dans les îles du Pacifique. C'est un événement qui va réunir une centaine de chercheurs de la région, grande région, de l'Hexagone, de l'Europe également. C'est un projet européen. Ce sera un bel événement que nous accueillerons sur notre campus. Nous avons aussi cette année, au mois de juillet, la 6e conférence du PURN. Donc le PURN, c'est le réseau des universités insulaires du Pacifique, que l'Université de la Nouvelle-Calédonie co-préside avec USP, l'université régionale, dont le campus principal est à Fidji. La conférence aura lieu cette année en Papouasie-Nouvelle-Guinée, autour d'une thématique qui, je pense, est porteuse, en quoi les technologies peuvent apporter à la fois sur la pertinence des recherches, mais aussi sur l'impact des recherches. Donc, nous nous y retrouverons au mois de juillet. Et puis, bien sûr, cette année est l'année de l'océan au niveau national. Et donc, ça concerne les Outre-mer français qui ont un rôle très important à jouer dans cette année de la mer. Et la conférence des Nations Unies sur les océans qui aura lieu au mois de juin à Nice et à laquelle nous nous préparons au travers de différents événements qui pourront avoir lieu avec l'ensemble des organismes du CRESICA. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je vais tout de suite passer la parole à Florent Levasseur qui va donc vous présenter, ou Samuel qui va venir introduire la présentation de l'impact socio-économique et de l'empreinte carbone de l'université. Bien, bonjour. Alors, moi, je vais simplement faire une petite introduction avant que Florent Levasseur du cabinet Utopie vous présente les résultats. Alors, pour poser juste quelques éléments de contexte, la présidente de l'université a souhaité qu'on puisse évaluer les impacts socio-économiques de l'université, donc nos achats, l'impact sur l'économie, les emplois, etc. Et puis aussi avoir, dans le cadre de la transition écologique, une première évaluation de notre empreinte carbone. Et donc, c'est à ce titre que nous nous sommes rapprochés d'un cabinet Utopie donc, qui a déjà fait des études comparables à l'échelle nationale et qui a fait des études pour des établissements du supérieur et certaines universités. Et donc, ce sont les collègues universitaires qui nous ont recommandé ce cabinet. Et donc, nous avons pu réaliser cette étude avant crise et pendant et après la crise. Donc, du coup, ça a parfois été un peu compliqué, mais nous avons du coup des résultats qui sont intéressants et qui vont être présentés. Je préciserai simplement que les impacts socio-économiques et les impacts environnementaux sont divers et de multiples dimensions, donc tout n'est pas quantifiable. Quantifier l'apport et la création de connaissances et de savoirs autour de la biodiversité, ce n'est pas forcément quelque chose de quantifiable sur l'impact que cela a sur notre société. Donc, évidemment que le périmètre est restreint à ce qui peut être mesuré, et c'est ce qui a fait évidemment les résultats qui vont vous être présentés tout à l'heure. Je voulais aussi peut-être faire quelques remerciements avant de laisser la parole à Florent Levasseur. Donc, pour la réalisation de l'étude, évidemment, la partie liée à la transition écologique a été suivie particulièrement par notre collègue Maximilien Mathian, qui est chargé de mission auprès de la présidente pour la transition écologique et le développement soutenable. Évidemment, remercier les services de l'université qui ont pu remonter les données en un temps contraint, malgré les différentes demandes qui ont eu lieu ces dernières années autour des différentes évaluations que nous avons pu avoir. Remercier également les collègues et les institutions
qui ont pu répondre aux sollicitations du cabinet. Ça n'a pas été facile parce que cette partie-là était post-crise et donc forcément tout le monde n'a pas pu répondre. Mais voilà, on voulait quand même remercier la participation de tout le monde et évidemment remercier le cabinet Utopie et Florent Levavasseur pour le travail et aussi parfois les changements de dernière minute qu'ils ont bien pu vouloir prendre en compte. Et donc, du coup, on remercie particulièrement Florent Levavasseur de sa venue ici. Je vous remercie. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de venir ici en Nouvelle-Calédonie pour vous présenter ces résultats. Je voudrais remercier Madame la Présidente qui nous a fait confiance depuis 2023 pour mener cette étude et la collaboration notamment avec Samuel. Donc moi, je suis Florent Levavasseur, je viens du cabinet Utopie. Utopie, c'est le cabinet pionnier en France métropolitaine sur le développement durable. Donc, on a mené depuis 32 ans des stratégies pour faire que les organisations, les entreprises soient plus responsables sur les différentes pratiques carbone, biodiversité, économie locale. Et donc, on est passionné par ces sujets à Utopie. On nous a demandé de travailler sur l'empreinte économique et l'empreinte carbone de l'Université de Nouvelle-Calédonie pour continuer à travailler ces stratégies d'ancrage local et de faire en sorte que l'université soit encore plus ancrée localement et dans une logique de transition aussi de décarbonation. Donc ce bilan carbone, cette empreinte économique, c'est un peu une photo à temps zéro de l'année 2023 qui a pu être menée. Alors, comment on a procédé ? On a d'abord fait une collecte de données monétaires et de flux physiques pour comprendre comment les dépenses de l'université et de ses étudiants impactent le territoire. On a aussi mené une revue documentaire approfondie avec les différentes organisations évidemment du territoire, notamment en s'appuyant sur les travaux de l'ISEE avec le modèle entrée-sortie à 12 branches qu'on a pu adapter dans notre modèle. Et puis, on a mené, comme le disait Samuel, des entretiens avec des parties prenantes internes, externes, pour bien comprendre le positionnement de votre université. Alors, on a donc 2 temps, vous avez compris dans cette restitution. Je vais essayer d'aller assez vite, mais les slides sont un peu chargés, donc je vous demande de votre compréhension. Le premier temps, c'est la restitution de l'empreinte socio-économique. L'empreinte, je vous avais dit que c'était un slide chargé, je vous avais prévenu. L'empreinte socio-économique, c'est surtout de comprendre les impacts directs, en bleu, c'est les ETP, les emplois équivalents temps plein de l'université, touchent des salaires, certains départements achètent, dépensent dans l'énergie, dans les ordinateurs, etc. C'est les impacts indirects en jaune. Et donc, on modélise toute cette chaîne de fournisseurs les fournisseurs vont aussi verser des salaires, verser des taxes. Et ces salaires et ces taxes vont permettre de soutenir des emplois et du PIB induits par la consommation des ménages et la dépense des administrations publiques. Donc ça, c'est une empreinte économique. C'est la somme des emplois directs, indirects, induits, du fonctionnement de l'université. À cette empreinte économique du fonctionnement, on rajoute aussi, pour une université, les impacts du comportement des dépenses des étudiants, ce qu'on appelle ici des impacts catalytiques. Donc, on a été enquêter, trouver de l'information auprès des étudiants, s'ils étaient boursiers, non boursiers, logés gratuitement, logés en résidence, etc., pour comprendre leur comportement économique annuel. On a eu accès, évidemment, pour faire cette empreinte, à une granularité fine des achats de l'université. Qu'est-ce qui est acheté en Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce qui est acheté à l'étranger, en France, hexagonale? Dans quel type de secteur? Et où se diffuse cet argent dans le territoire? Donc, on observe que 84% des dépenses calédoniennes se font dans le territoire de Nouméa, avec différents types de secteurs d'achat. Évidemment, en fonction du secteur, le type d'emploi ne sera pas le même quand on finance les assurances ou du BTP. Alors ici, on trouve les résultats de l'empreinte économique. Comme le rappelait Samuel en introduction, ce n'est pas une démarche exhaustive, puisqu'on est dans l'observation, le suivi des flux monétaires circonscrits aux dépenses de fonctionnement et aux masses salariales versées.
On a quand même ce graphique sur la droite montre vraiment la distinction entre les emplois soutenus de manière directe, 212 ETP par l'université, des emplois indirects dans la chaîne de fournisseurs à hauteur de 53 ETP en Nouvelle-Calédonie, 130 emplois induits et puis 195 emplois qui sont soutenus par les dépenses des étudiants. On a une distinction évidemment sectorielle et on peut observer que ces 590 emplois soutenus, ça pèse à peu près 0,7% de la population active calédonienne. Je rappelle que c'est des chiffres avant émeute, avant crise de l'année 2023, mais on a vraiment donc des chiffres importants. Quand on touche à près d'1% d'une population active, ça montre un poids économique certain. On a le pendant des emplois, c'est du PIB. Et donc là, on peut distinguer de l'apport au PIB local par les différentes activités de l'université, la pédagogie, la recherche, les étudiants, etc., à hauteur de 6,9 milliards de francs CFA Pacifique, qui fait du 0,6% du PIB calédonien. On le rappelle, ce type d'empreinte, ce n'est pas exhaustif, puisque pour essayer de reproduire ce qui se passe quand on met une université comme l'UNC dans le territoire, on n'a pas ici capté et quantifié les retombées liées à tous les processus d'innovation, de partage de connaissances, d'effet de cluster, de l'accroissement de la demande, de la diffusion de technologies, comme l'a rappelé Madame la Présidente, sur des consortiums comme Cressica qui permettent d'accélérer aussi la croissance de connaissances, le partage, les emplois. Donc, on n'a pas été faire ce type de calcul dans l'étude UNC, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis 1 an pour quantifier ces emplois, des externalités, et essayer de déterminer la part des emplois dans un secteur lié à ces flux non monétaires. J'espère que je n'ai pas été trop vite, mais je voudrais passer aussi du temps sur un sujet qui est très important également, qui est l'empreinte carbone de l'organisation de l'UNC. Je vous laisse respirer peut-être un petit peu. Je commence d'abord par de la mise en perspective sur le climat. En gros, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la planète Terre absorbe de moins en moins tout le CO2 qui est émis dans l'atmosphère et qu'on doit absolument tordre cette trajectoire de la hausse des émissions de CO2 pour pouvoir faire que la planète ne se réchauffe qu'à hauteur de 1,5 degré ou 2 degrés et ne pas engendrer des conséquences sur les territoires trop violentes pour les populations humaines. Donc on est un petit peu forcé de réinventer des pratiques, des modèles économiques pour pouvoir limiter ce réchauffement. Et donc les populations économiques, les acteurs se saisissent de ces sujets et font des bilans carbone, essayent de comprendre d'où viennent ces émissions de CO2 dans un fonctionnement et qui peut faire quoi. Et des collègues en France du Shift Project de Carbone 4 ont estimé qu'un quart des changements de l'empreinte carbone venait des individus et 3/4 des institutions plutôt publiques et entreprises. Donc c'est pour vous montrer que c'est des changements collectifs et individuels. En Nouvelle-Calédonie, l'empreinte carbone par personne est plus élevée qu'en dans l'Hexagone. Donc c'est vrai qu'il y a des sujets à prendre à bras-le-corps pour essayer d'atténuer cette empreinte carbone. Pour continuer ce petit cours sur le bilan carbone, on calcule par différents scopes, le scope 1, le scope 2, le scope 3, ces émissions de CO2. Donc on a, pour l'université, distingué comme pour toute entreprise sur laquelle on travaille, qu'est-ce qui est du ressort du scope 1, l'énergie consommée par les sites, le scope 2, l'énergie achetée, et le scope 3 qui constitue l'énorme majorité de l'empreinte carbone, les dépenses, les transports, le déplacement, l'utilisation des produits, etc. Alors on rentre un petit peu plus maintenant dans le détail des flux de l'université. On a fait une cartographie des flux, c'est les méthodes qui permettent de comprendre ce qui se passe dans une organisation
et où sont les impacts les plus importants. Donc on voit qu'on a des flux liés au fonctionnement, aux infrastructures, et on a distingué qu'est-ce qui se passait à partir des étudiants qui venaient par exemple sur le campus. Je vous ai mis en bas un petit calcul si vous arrivez à voir, c'est juste pour vous dire que le bilan carbone, c'est des méthodes très simples de calcul. On fait juste une multiplication entre un flux, 1 kilomètre en train ou 1 kilomètre en voiture, avec un facteur d'émission, et ça nous donne des émissions émises par cette pratique, soit en kilomètres, en kilos, soit en euros ou en francs pacifiques. On a des facteurs d'émission dédiés. Alors, quand on a fait l'inventaire des flux, des impacts de l'UNC, on se rend compte qu'on a une énorme partie de ces flux qui ont trait au déplacement en voiture, en avion, en bus, par l'ensemble de ce personnel UNC et des étudiants. Vous verrez que c'est ça qui pèse le plus fortement dans le bilan carbone. On a aussi des impacts de fonctionnement avec 503,05 milliards de francs pacifiques de dépenses qui vont impacter une chaîne de valeur. Les fournisseurs vont eux-mêmes devoir émettre du CO2 pour livrer ce service ou ces produits. Et l'énergie avec les mégawattheures d'électricité produite. Alors quand on calcule, et en faisant ces multiplications par les dépenses, par les déplacements, par l'énergie produite, consommée, on arrive à 12 750 tonnes de CO2 par an dans l'année 2023. On se rend compte que, on a fait un calcul rapide, c'est qu'est-ce que ça représente, c'est à peu près la production de 81 000 ordinateurs portables. C'est juste pour se rendre compte de ces grandes masses. Si on le ramène à l'usager de l'université, étudiants et personnel, on est autour de 3,4 tonnes par usager de l'université. Alors c'est un ratio un peu en ordre de grandeur, puisqu'il faudrait être très précis dans qui utilise l'université et quand, est-ce que c'est sur 12 mois, etc. Mais on est autour de ces ratios. Donc ça permet de prendre la mesure du poids carbone de l'université. Et on est à peu près à 2 tiers de fonctionnement de l'UNC et un gros tiers sur les étudiants à 41%. Un autre petit graphique qui décortique vraiment d'où proviennent les émissions. On l'a vu tout à l'heure. Je vous ai expliqué que c'était surtout les déplacements qui constituaient le plus gros de l'empreinte carbone. Vous voyez déplacement en voiture, puisque à chaque fois qu'on prend la voiture, on a en Nouvelle-Calédonie, on émet par kilomètre entre 200 et 400 grammes de CO2 par kilomètre. Et donc, à chaque fois qu'on va venir en voiture, il y a des émissions assez importantes liées aux voitures, au bus, mais le bus étant plus mutualisé comme usage, c'est préférable. Et évidemment, par l'avion. L'usage de l'avion est le plus émetteur et donc constitue le 3e, 4e pilier. On voit que l'usage du numérique, contre-intuitivement, est relativement faible parce que dès qu'on parle de déplacement et de combustion fossile des voitures, ça écrase tout. On le voit très bien quand on fait une empreinte carbone des Jeux Olympiques ou de la Fédération de football. Les déplacements, ça écrase l'ensemble des bilans carbone. Donc il faut vraiment réfléchir sur ces déplacements et mettre rapidement en place des méthodes, par exemple, de covoiturage. Alors justement, on parle des actions parce que quand on fait un bilan carbone, on parle souvent de mesures, cette photo zéro, et ça permet ensuite de comprendre des types d'actions qui peuvent être mis en place. Et alors l'UNC n'a pas attendu ma venue évidemment pour travailler sur ces sujets, mais on a quelques actions ici qu'on peut mentionner sur les achats, la mise en place avec les fournisseurs pour le fonctionnement de meilleurs types de pratiques, sur l'énergie, des objectifs de réduction qui sont déjà en bonne voie, notamment avec des réponses à des projets nationaux ou la maintenance des climatiseurs. J'en ai bientôt fini. On a
Un avant-dernier slide qui concerne de manière intéressante comment on travaille le sujet du climat. Maintenant qu'on comprend et on a mesuré ce qui se passait, on peut lire qu'il faut réduire ses émissions. On peut aussi aider les autres à les réduire via ses fournisseurs. Et on peut aussi augmenter les puits de carbone. C'est-à-dire, OK, on émet, mais on peut aussi renforcer ce qui permet de capter le carbone. Et donc, les appels à projets comme Diversité que vous avez remportés sont de très bon augure pour faire que la Nouvelle-Calédonie contribue plus à l'augmentation des puits de carbone. Il y a un levier, c'est l'atténuation des émissions. Et le deuxième grand levier des stratégies climat, c'est l'adaptation à un climat qui, de fait, va changer pendant ces prochaines décennies. Même si on a arrêté complètement d'émettre, le climat continue d'évoluer. C'est très lent comme processus. Et donc, il faut que nos territoires s'adaptent massivement à un climat changeant, à des traits de côte qui reculent, à des crises plus violentes de phénomènes de cyclones, etc. Et donc l'université, dans nos entretiens, a permis de dévoiler aussi sa stratégie sur ces actions d'adaptation avec 4-5 grandes actions de mise à disposition des connaissances scientifiques, de formation et de la production de connaissances notamment. Alors en conclusion, on peut rappeler que l'université a un rôle évidemment majeur dans la production, si je puis dire, de diplômés et d'accueil des étudiants de Nouvelle-Calédonie. Elle a un poids économique important, à près d'1% du PIB et près d'1% de la population active soutenue par ses flux de fonctionnement et par ses dépenses des étudiants. On peut, à titre de comparaison, une étude comme on a pu faire sur l'université de Champagne-Ardenne, l'URCA, c'était aussi autour d'1% de son poids économique, 1,2% des emplois de la région. Donc on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Le poids économique, il dépend évidemment du territoire sous-jacent. Si le territoire il est très diversifié localement, ça va retenir plus d'emplois que sur un territoire insulaire qui est peut-être moins diversifié, qui dépend plus des imports aussi. Donc ça, c'est tout l'enjeu aussi du travail de la relocalisation économique qui est très intéressante. Sur la partie carbone, on voit aussi qu'un rapide ratio de comparaison entre d'autres universités métropolitaines comme Bordeaux ou La Rochelle sont autour d'1 tonne par usager versus 3 tonnes ici. Donc là encore, on voit l'impact carbone un peu plus fort de votre territoire par rapport à la métropole. C'est aussi lié évidemment au déplacement. Quand on habite La Rochelle ou Bordeaux, on a plus facilement des réseaux de bus ou de vélos qu'ici. Donc c'est aussi des leviers de décarbonation de travailler ces sujets. Et enfin, voilà, ces deux, trois photos permettent vraiment d'éclairer les travaux aussi à venir très importants que pourrait mener l'université sur donc la présidente l'a rappelé, c'est les champs de compétences. Comment, où et dans quelle mesure former le territoire pour acquérir ces compétences qui sont utiles dans la transition écologique. Et puis massivement travailler sur l'adaptation au changement climatique en Nouvelle-Calédonie. J'espère que je n'ai pas été trop rapide et que vous avez apprécié cette présentation. Je vous remercie. Merci.